Web Radio. Web Radio. Web Radio. Web Radio, Maryse Bastier. Bienvenue sur une émission de la Web Radio Maryse Bastier. Je me présente, moi je suis Thomas, animateur jeunesse. Je m'occupe de cette Web Radio et aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir de recevoir monsieur le député Charles Fournier qui est avec nous. Bonjour monsieur le député. Et j'ai avec nous aussi 3 jeunes filles du quartier qui vont par le nom de Loïs, Violette, Limar, qui sont avec nous. Bonjour les filles. Bonjour. Donc le but du jeu, monsieur Fournier, aujourd'hui, c'est de faire une petite interview vous concernant. En préambule, moi j'aimerais bien que vous vous présentiez. Alors, donc je m'appelle Charles Fournier, effectivement, et je suis bien député d'Indre-et-Loire, alors député de la première circonscription, c'est-à-dire à peu près la ville de Tours. Mais quand on est député de toute la France, puisque finalement on vote les lois pour toute la France, mais on a une relation particulière avec une circonscription, et en l'occurrence, pour moi, c'est Tours. Et je suis tourangeau d'adoption, je ne suis pas né à Tours, mais j'ai passé l'essentiel de ma vie à Tours, et j'ai notamment vécu dans ce quartier, donc c'est un bonheur de revenir ici. D'accord. Le principe vite fait de l'interview, dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est qu'on a décidé de faire une interview un peu à la mode... c'est Thierry Ardisson qui faisait ça un peu. Oui. Vie publique, vie privée. Parfait. Voilà. Super. Donc, les filles, est-ce que vous êtes prêtes pour poser des questions ? Ouais, c'est bon. Oui, c'est bon. On va commencer par les questions vie publique. C'est parti. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consiste la fonction de député ? Alors, la fonction de député, je l'ai dit juste un petit peu avant, enfin j'en ai dit une partie. Un député, mais il y en a 577 en France, et les députés votent la loi. Alors, première fonction essentielle, c'est de fabriquer la loi. Donc, soit ils votent la loi et des lois proposées par le gouvernement, soit eux-mêmes peuvent faire des propositions de loi qui sont ensuite débattues et votées. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est de contrôler le gouvernement. Ça ne se sait pas assez, mais nous avons la responsabilité de vérifier ce que fait le gouvernement et de contrôler son action. Et puis la troisième fonction, qui marche bien avec la première, c'est aussi de mesurer, d'évaluer la loi. Est-ce que la loi marche ? Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'il faut la faire évoluer ? Et donc, on a aussi ce travail-là. On a ensuite une autre fonction, mais qui n'est pas réglementaire, mais une fonction qui est de faire lien avec les habitants, d'être en relation avec les habitants, parce que si on veut faire des lois justes, il faut connaître la vie des gens. Il faut être en relation avec les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je viens à votre rencontre, répondre à vos questions, parce que vos questions... ça m'oblige moi aussi à expliquer ce que je fais. Et vous voyez, dans le lien avec les habitants, c'est super intéressant. Est-ce que c'est un métier député ? Alors, c'est une excellente question. Et c'est une excellente question. Ce n'est pas un métier. En principe, ce n'est pas un métier. Parce que un député ou un élu, logiquement, c'est quelqu'un qui a déjà un métier, ou qui va en avoir un, et qui met de côté son métier pour se rendre disponible pour les autres, pour s'occuper d'une ville, d'un département, d'une région, ou comme moi, de la loi à l'échelle nationale. Et donc, normalement, nous sommes indemnisés parce que nous perdons notre salaire. Quand on avait un travail avant, l'indemnité, elle est là pour compenser le salaire que nous avons perdu. Mais dans les faits, il faut être un peu honnête, ça prend tout son temps. Moi, j'ai 0 temps. Même, on va parler de la vie privée, vous allez voir, elle est un peu réduite, ma vie privée, parce que je passe beaucoup de temps donc je ne peux pas avoir un métier à côté. Donc voilà, et le risque, c'est que ça dure longtemps, et donc il faut savoir arrêter de se dire que c'est pas pour toute la vie, que d'autres peut-être deviendront élus après, et c'est ça qui est intéressant. Que faisiez-vous avant ? Alors moi j'ai travaillé, vous savez ce que j'ai fait avant ? J'ai été animateur comme Thomas. Je me suis occupé de services jeunesse, de services de l'enfance, de la petite enfance, dans des collectivités. J'ai travaillé dans une association, je formais les animateurs au BAFA, au BAFD, puis j'ai travaillé beaucoup à des échanges internationaux de jeunes. Voilà, ce qu'on appelle les chantiers internationaux de jeunes bénévoles. J'ai dirigé des associations ici en région et puis à l'échelle nationale. Voilà, puis après j'ai travaillé dans des collectivités où je me suis occupé souvent de ces sujets-là. Et puis enfin, plus récemment, j'étais dans une coopérative. C'est ce qu'on appelle un entrepreneur
salarié et je faisais de la formation, du conseil auprès d'entreprises, d'associations et de collectivités. Voilà, donc c'est un métier, il est difficile de le nommer, mais souvent on me demande c'est quoi ton métier. Alors moi je dis je suis pédagogue. C'est pas vraiment un métier, mais j'aime bien dire ça. Parce qu'aujourd'hui, même quand je fais de la politique, j'essaye d'être pédagogue, d'expliquer des choses compliquées de manière simple, ou d'être capable de marcher à côté d'eux. Parce que ça vient de là, la pédagogie, c'est faire avec les habitants. Et moi, c'est ça c'est une préoccupation permanente pour moi. Doit-on forcément dire la vérité en politique ? Et peut-être on pourrait même élargir la question, doit-on forcément dire tout le temps la vérité ? Moi, je crois que oui, il faut être authentique, il faut être sincère et honnête. Par contre, parfois, il faut savoir se dire à quel moment on dit la vérité. Parce qu'on peut vouloir se faire plaisir en disant la vérité. Moi, je dis tout le temps quand j'ai envie. Parfois, il faut savoir aussi, je crois, écouter, se taire et dire quand on est sûr que cette vérité, elle peut être aussi entendue. Parce que si on le fait juste pour soi, c'est pas très efficace, voilà. Et donc je crois que parfois il faut juste être capable d'attendre, dire le bon moment pour dire la vérité, c'est là. Mais oui, moi je crois qu'il faut dire la vérité. En tout cas, d'une façon générale, c'est plutôt la règle. Il faut pouvoir être honnête, authentique. Et c'est pas facile parce que nous, les élus, on est très questionnés par les journalistes, par les habitants. Et donc, dire aux gens, voilà, ça va très très mal. La situation, j'ai pas les solutions pour l'améliorer. C'est pas facile comme exercice. Mais je crois que plus on est honnête, plus la relation avec les habitants, elle pourra être utile, intéressante et la confiance pourra être au rendez-vous. Votre vie s'est-elle améliorée depuis que vous êtes député ? Ma vie financière ou ma vie tout court ? Votre vie tout court. Ma vie tout court. Alors, en vrai, là maintenant, depuis que je suis député, ma vie financière, par exemple, je gagne plus qu'avant. J'ai été élu régional, c'est-à-dire j'étais au conseil régional avant, et je gagnais beaucoup moins que ce que j'ai gagné quand je travaillais. Et donc, j'ai plutôt perdu de l'argent. Donc, vous voyez que c'est pas mon sujet, c'est pas de gagner de l'argent, puisque il y a un moment, j'en ai perdu, là, j'en gagne un peu plus, mais ça me prend toute ma vie, tout mon temps. Par contre, oui, ma vie, elle est bouleversée. D'abord, j'habite à 2 endroits. J'habite à Tours et à Paris, parce que je passe une part de ma semaine ici, du jeudi soir au lundi soir, je suis à Tours, et en gros, du mardi au jeudi, je suis à Paris. Donc j'ai 2 endroits où j'habite. Et c'est un peu compliqué. Des fois, je me dis, où est ma brosse à dents ? Ah ben non, mince, je l'ai laissée dans l'autre appartement. C'est un peu une caricature, mais des fois, vraiment, je me pose la question de où j'habite. Ça change beaucoup de choses parce que, évidemment, on voit moins ses proches, ses amis, sa famille. Ça prend énormément de temps. En tout cas, moi, je le fais en passant, vous voyez, on est samedi. Depuis ce matin, 8h, je suis là jusqu'à ce soir, 19h. Hier soir, j'ai fini à 23h. Toute ma semaine, c'est comme ça. On a fini souvent les débats dans l'Assemblée nationale à 3h du matin. Parfois 6h du matin, on va voter des lois. Donc, c'est une vie de dingue. C'est vraiment une vie de dingue. Et donc, voilà. Après, il y a plein d'aspects positifs. Sinon, je ne serais pas là. J'apprends beaucoup de choses. Je comprends beaucoup de choses. J'ai l'impression d'essayer d'être utile pour beaucoup de monde. Je rencontre beaucoup de monde. J'adore tous ces moments-là. Moi, si je n'avais pas ce moment, des moments comme celui que j'ai avec vous, comme celui que j'ai eu ce matin dans un café où j'ai invité les habitants et je servais le café dans un bar, si je pars pas avec les pompiers la nuit comme je l'ai fait il y a une semaine, voilà, moi, je trouve la fonction moins intéressante. Et ce qui est très intéressant, c'est cette relation avec les gens. Donc, je gagne beaucoup de choses. J'en perds forcément dans la qualité de mes relations avec mes amis et avec ma famille. Et donc, évidemment, il faut faire attention à ça aussi. C'est important parce qu'il y a une vie après. Rêviez-vous de jouer un rôle dans la vie politique quand vous étiez petit ? Non. Par contre, j'ai des parents qui m'ont appris très très tôt la responsabilité. Et donc très vite, dans le sport, je m'occupais des plus jeunes. Peut-être aussi parce que je n'étais pas très bon dans le sport, en vrai. Peut-être faudrait que je réfléchisse à la question. Mais j'ai eu des diplômes d'entraîneur en tir à l'arc, en foot. J'ai été arbitre de basket. Je me suis occupé, à 18 ans, j'étais président d'un club. Vous voyez, donc très tôt, on m'a appris à prendre des responsabilités. Parfois même, on m'a contraint à prendre des responsabilités. Donc, il y a eu un moment où j'ai dit, moi, je ne veux plus de tout ça. Et donc, je pense que j'ai appris là. Et il y a un endroit où je crois que j'ai appris la politique. Vraiment, c'est dans les colonies de vacances. J'ai fait des colonies de vacances. J'ai été animateur, directeur de colonies de vacances. Et en fait, une colonie de vacances, c'est une petite société où on apprend à vivre ensemble. On partage tout. On s'organise pour faire les repas, la nuit. On fixe des règles. En fait, c'est la même chose que de faire de la politique à l'échelle d'un pays. Sauf que là, c'est dans un petit groupe. Et je crois que j'ai tout appris là. Vraiment. Je dois beaucoup aux colonies de vacances. Est-ce que les députés se disputent à l'Assemblée nationale ? Alors, oui. Je ne peux pas vous dire qu'ils ne se disputent pas. Et d'ailleurs, à la télé, vous devez l'entendre des fois. Voilà. Y a beaucoup de bruit dans l'hémicycle. Alors, je pense que c'est un peu un théâtre. Voilà. C'est-à-dire que
c'était un peu pour exister aussi, que font beaucoup de bruit, mais c'est parfois aussi parce qu'on y passe tellement d'heures que la température monte, qu'il y a quelque chose qui vous énerve quand vous entendez 10 fois quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Ça vous arrive quand vous débattez entre vous, avec vos amis. Des fois, on a envie de défendre son point de vue. Donc, on peut s'énerver. Voilà. Et puis, il y a un petit jeu avec ça. Moi, des fois, je trouve ça un peu trop, voilà, pour vous le dire, parce que je trouve que c'est très masculin, en fait. C'est beaucoup les hommes qui s'affrontent. Regardez dans l'histoire, qui a fait les guerres ? C'est souvent les hommes. C'est pas les femmes qu'on retrouvait. Voilà. Et à l'Assemblée nationale, comme dans d'autres endroits, on retrouve beaucoup des comportements très masculins, je trouve. Donc, où il faut être le plus fort. Donc, on crie. Donc, on s'affirme. Voilà. Donc, on se dispute, mais on sait aussi faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où on travaille ensemble, on sait se mettre d'accord. Il y a même des gens qui ne pensent pas du tout pareil, mais qui arrivent à se mettre d'accord sur des sujets. La semaine dernière, il y a eu une loi où j'ai d'ailleurs porté un amendement qui a été adopté. C'était mon premier amendement adopté. Et ben, elle a été votée par tout le monde. Voilà. Donc, ça peut arriver. Et ça, c'est quand même... voilà. On ne passe pas que notre temps à nous disputer. On passe aussi notre temps parfois aussi à vraiment agir ensemble. Oui, mais vous dites que c'est un comportement masculin, mais genre les femmes, elles crient pas. Si, parce que finalement, alors je pense qu'elles crient moins, et très bien ta question de relance, elles crient moins, mais par contre, comme c'est une culture, c'est l'habitude, quand vous arrivez là, vous savez pas comment il faut faire. Puis vous voyez les autres faire, et donc vous êtes un peu entraînés, donc les femmes aussi sont entraînées à faire ça. Je pense que les hommes le font beaucoup plus quand même, c'est vraiment une tendance plus masculine. Et puis quand je dis que c'est masculin, c'est dans la culture que c'est masculin. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était que des hommes à l'Assemblée nationale. Il n'y avait presque pas de femmes. Et donc, des femmes se sont battues pour être là. On a fait la parité pour qu'elles puissent venir. Et parfois, elles ont aussi adopté des comportements que les hommes avaient préalablement. Mais moi, je crois qu'il faut essayer des fois de redescendre la température pour que ceux qui regardent ça à la télé ou ailleurs se disent ah ouais, c'est intéressant leur débat. Ils ne passent pas juste leur temps à se chamailler. Pourquoi venez-vous visiter les quartiers de Tours ? Alors, parce que je crois que pendant longtemps, la fonction de député, c'était une fonction un peu solitaire. C'est-à-dire, le député, il est à Paris, il vote, il vient couper, je caricature un peu, mais il vient couper des rubans quand on a fait un nouveau bâtiment, il vient prendre la parole pour expliquer des choses. Moi, j'ai envie que ma fonction, elle soit plus collective et que je fabrique ce que j'ai à faire avec les gens. Et si je veux le faire avec les gens, il faut que j'aille là où sont les gens. Ça, c'est la première raison. Je vais dans tous les quartiers pour créer une relation avec les habitants. Et puis la deuxième raison, c'est que pour mieux faire la loi, c'est bien de connaître la vie des gens, de se mettre dans la vie des gens. Voilà, c'est un peu vie ma vie. Voilà, hein, vous connaissez vie ma vie. Voilà. Moi, je passe un peu mon temps toutes les semaines à aller à la rencontre des habitants. La semaine dernière, je vais vous donner cet exemple-là, j'ai passé quasiment une bonne partie de la nuit avec les pompiers. J'étais habillé en pompier, dans le camion, dans l'ambulance, et je suis parti avec eux toute la soirée. Ouais, moi je comprends beaucoup mieux comment ça marche aujourd'hui qu'être pompier, ce qui se passe la nuit dans la ville. Ce matin, quand je suis venu servir le café dans un bar, il y a des gens qu'on ne voit pas d'ordinaire, qu'on voit dans les bars le matin, avec qui j'ai pu discuter. Plein de gens très différents. Voilà, donc moi je veux faire ça. Après, j'ai pas tout mon temps pour faire ça, mais à chaque fois que je peux le faire, c'est ça. Et voilà. Et puis après, ce qui me paraît très important, je viens dans les quartiers aussi pour voir les jeunes, pour aller dans des écoles, parce que je trouve qu'il faut redonner de l'importance à tout ça. Il faut mettre en valeur ça, pour que peut-être un jour vous ayez envie d'être élu. Mais voilà, moi ça que je veux vous dire, c'est que c'est pas réservé à quelques-uns. Et malheureusement aujourd'hui, c'est beaucoup des hommes blancs, 50 ans, à peu près moi quoi, hein, vous voyez, hein, voilà. Et si on veut que ça change, il faut pas juste se dire c'est tous des pourris, ils font pas bien leur travail. Peut-être qu'il y en a qui le font pas bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on discute de ce que c'est que ce travail-là, qui n'est pas un travail d'ailleurs, je vous dis tout à l'heure, mais cet engagement-là, pour que vous ayez envie de le faire, pour que vous disiez un jour, mais moi j'ai envie de représenter les autres, j'ai envie de travailler sur la loi, j'ai envie de servir les autres. Ça c'est génial. Et moi j'ai vraiment envie de passer ce message-là. Pourquoi avez-vous choisi de défendre l'écologie ? Alors là, au début, c'était pas mon sujet. Je me suis d'abord battu sur les questions sociales et les questions d'éducation. Voilà, vous avez compris mon parcours. Moi, j'ai vécu aussi dans les quartiers. J'ai travaillé dans les quartiers. J'ai travaillé aussi. Je suis né à la campagne. Je suis né à Salbris dans le Loir-et-Cher. Donc voilà, j'avais plutôt en tête les questions sociales. C'était ce qui me préoccupait le plus. Mais par contre, je suis né en Sologne. Vous savez où c'est la Sologne ? La Sologne, c'est dans le Loir-et-Cher, c'est un département juste à côté. Et la Sologne, c'est le plus grand réservoir de biodiversité d'Europe. C'est extrêmement important. Et elle va très mal, la Sologne. Et moi, j'ai grandi, tous les week-ends, j'allais chez ma grand-mère dans les bois. J'ai grandi dans les bois, j'ai grandi dans la forêt, j'ai grandi dans la nature. Mais vraiment, et c'est
hyper important pour moi. Et plus tard, je me suis rendu compte qu'en fait, les questions sociales et les questions d'écologie, c'était la même. En fait, parce qu'on ne prend pas soin de nous, on ne prend pas soin de la nature, on ne prend pas soin des autres, que la situation, elle va si mal aujourd'hui. Et que c'est toujours les plus vulnérables, les plus pauvres, qui sont d'abord les victimes quand on ne fait pas d'écologie. Qui est-ce qui vit dans des maisons pas isolées ? Qui est-ce qui n'a pas accès à une alimentation de qualité ? Qui est-ce qui vit dans les zones les plus polluées ? Qui voit le moins souvent la nature ? Eh bien, c'est toujours plutôt les gens en situation économique défavorisée qui sont les plus exposés à la malbouffe, exposés aux pollutions. Voilà, on a besoin de la nature. Je vous le dis, aller dans la nature, c'est indispensable à l'homme et la femme évidemment. Et voilà. Et donc, moi, je suis venu à l'écologie comme ça, progressivement, en passant des questions sociales, en revenant à mon origine, parce que en plus, voilà, moi, j'ai des enfants, j'ai 2 filles. Et quand je vois le dérèglement climatique, vous en parlez, j'imagine, à l'école, quand je vois les espèces qui ont disparu, quand je vois les hommes et les femmes qui vont mal, eh ben, j'ai envie de me battre pour ça. Voilà. Et c'est pour la génération qui est en train de venir, et je trouve que c'est notre responsabilité que de se battre pour ça. Arrivez-vous à vous organiser entre votre vie familiale et votre vie politique ? Alors, je vais être tout à fait honnête, pas tout à fait. D'abord, voilà, ça a des incidences, la vie politique. On est tellement absent. Moi, je me suis séparé de mon ex-compagne, pour être tout à fait clair. Et donc, j'ai 2 filles. Alors, j'ai une grande fille, elle se débrouille. Elle habite un peu avec moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai une petite fille et que je vois un week-end sur 2. Vous savez, les parents séparés et en alternance. Et j'aimerais la voir plus. Voilà, j'aimerais la voir plus. Elle aussi, je pense. Ce que j'essaye, par contre, c'est quand je la vois, c'est de la voir vraiment. C'est d'avoir du temps avec elle. C'est pas d'être là et d'être le nez dans mon téléphone à faire autre chose. Vous voyez, parce qu'on peut être très là et être un peu absent. Voilà. Donc, j'aimerais faire mieux. Par contre, j'ai vraiment la préoccupation aussi de prendre soin des miens, parce que c'est prendre soin du monde, prendre soin de l'écologie, de la nature, c'est important, mais ça passe aussi par prendre soin des siens, de ses amis, de sa famille. Avez-vous des idées pour agir contre le réchauffement climatique ? Oui, j'en ai plein, parce que c'est évidemment un peu le combat principal en tout cas central dans ce que je fais aujourd'hui. Et comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est lié à la question sociale. Mais pour lutter contre le dérèglement climatique, d'abord, il faut absolument changer notre manière d'utiliser l'énergie. Il faut en consommer beaucoup moins. On n'a pas le choix. Et on le voit en ce moment, là, on est dans une situation... Alors, il y a des gens qui en consomment très peu parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais il y en a qui en dépensent beaucoup. Il faut en consommer moins, il faut la produire autrement, parce qu'il faut arrêter de produire des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, c'est ça qui entraîne le réchauffement climatique. Il faut changer nos manières de vivre sur Terre. En fait, on habite mal sur Terre. Et vous savez, le mot écologie, d'où il vient d'un mot oikos en grec qui veut dire habiter. En fait, la question qui nous est posée, c'est comment nous habitons sur Terre. Et on habite mal. On habite à un endroit, mais on consomme des produits qu'on fait 3000 km parfois avant d'arriver dans votre assiette. Vous savez que c'est la moyenne. Un aliment qui arrive dans votre assiette, il a parfois fait 3000 km avant de venir. Vous savez que des fois, vous avez des meubles, quand vous allez à Ikea, le bois peut venir d'ici, ça part en Chine, c'est fabriqué en meuble et ça revient. Et ça coûte moins cher qu'un bois qui est là, qu'on va transformer là pour faire un meuble. C'est complètement fou. Voilà. Et tout ça, évidemment, à chaque fois qu'il y a des avions ou des transports en camion, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut changer nos manières d'habiter. Il faut réapprendre à produire local. Il faut réapprendre à mieux vivre là où nous sommes, dans le respect de la nature, dans un lien avec la nature. C'est tout ça qui permettra, je ne vais pas rentrer dans des choses plus compliquées, mais c'est tout ça qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et je vais vous dire, vous n'allez pas vivre à la bougie, avec des cols roulés, comme on nous explique en ce moment à la télé. Je pense vraiment qu'on peut vivre mieux. Parce qu'on va plus partager avec les autres. Moi, je vous donne un exemple. Est-ce que chez vous, votre papa ou votre maman ont une perceuse ? Non. Non ? Perceuse. Vous savez, pour faire des trous dans les murs. Voilà. Oui, moi, il en a. Voilà. Est-ce que, à votre avis, combien de temps ils l'utilisent par an ? 1 à 2 fois. Ouais, 1 à 2 fois par an. Voilà. Donc, ils ont un objet qui coûte de l'argent pour faire un trou ou 2 trous de temps en temps. Mais eux, ils en ont un, le voisin en a un, la voisine en a un, et tout le monde a ça. Et bien, pour fabriquer une perceuse, vous utilisez de l'énergie, vous utilisez de la matière, elles viennent de l'autre bout du monde, on émet des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une perceuse ? Non, on pourrait se partager une perceuse. Moi, un jour, j'ai acheté une remorque. Je m'en suis servi pour faire mes travaux. Puis après, j'ai changé de voiture et aujourd'hui, j'ai plus de voiture. Et donc, j'ai une remorque sans voiture. Malin. Mais ça, c'est de la matière.
C'est de la matière, c'est de l'énergie qu'on a utilisée pour rien. Et donc en fait, si on consomme moins de matière et qu'on partage plus, on vivra plus heureux. Parce qu'on ira parler à son voisin. Parce qu'on peut trouver des systèmes de solidarité. Voilà, on n'a pas besoin tous d'avoir chaque chose. Et malheureusement, on est parti là-dessus et il faut sortir de ça. Avez-vous rencontré Emmanuel Macron? Oui, alors oui, je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré avant, quand j'étais élu régional, quand il venait faire des visites dans la région. Et puis, on le rencontre... alors, il ne vient pas souvent au Parlement, mais il va revenir au Parlement. Parfois, il fait des discours devant le Parlement. Moi, ceux que je vois le plus souvent, c'est tous les ministres. Et très, très régulièrement. Même en ce moment, il y a une ministre que je vois beaucoup parce que je travaille sur une loi sur l'énergie renouvelable. Vous savez ce que c'est, l'énergie renouvelable? Ça vous parle? Oui, un peu. Alors, l'énergie renouvelable, c'est des énergies on produit de l'énergie avec de la matière qui est renouvelable. Le vent, c'est renouvelable. Le soleil, c'est renouvelable. Les éoliennes produisent de l'énergie à partir du vent. Les panneaux solaires produisent de l'énergie à partir du soleil. Voilà. On peut produire de l'énergie à partir de l'eau. Vous savez, avec des hydroliennes, des turbines qui vont dans l'eau et qui produisent de l'énergie. C'est tout ça, les énergies renouvelables. C'est le contraire d'une énergie comme le charbon, qu'on fabrique à partir du charbon. Le charbon, c'est pas renouvelable. Et le charbon, il n'y en aura plus à un moment donné. Et donc, c'est ça, les énergies renouvelables. Et il y a une loi qui se prépare en ce moment. Et moi, je travaille sur cette loi et je discute avec la ministre assez régulièrement pour qu'elle entende mes propositions pour cette loi. Quel est le moment le plus fort de votre parcours politique? En fait, alors, moi, j'ai d'abord été candidat dans des listes citoyennes, en dehors des partis politiques. Et ma première candidature, et je pense que j'en garde un souvenir un peu incroyable, c'était vieux, hein, vous n'étiez pas né, et c'était une liste de chômeurs. Est-ce que c'est un chômeur? Oui. Voilà, ou une chômeuse. Il y avait à l'époque un mouvement de chômeurs qui était reconnu par personne. Et nous, on a fait une liste, non pas pour gagner, parce qu'on savait qu'on n'allait pas gagner, on n'a pas gagné d'ailleurs, je vous confirme, mais parce qu'on voulait pouvoir s'exprimer. Et une campagne, vous voyez, c'est l'occasion de s'exprimer, de pouvoir prendre la parole. Cette campagne, c'était qu'on était tous des bras cassés quand même, un peu. On allait tous plus ou moins bien. Mais on a fait... Il y a des gens d'ailleurs que je recroise maintenant, que j'ai connus à cette époque-là. Voilà, et cette campagne, elle était assez extraordinaire. Donc je trouve que ça a été un moment fort dans la politique, parce que c'était le premier. Et puis le deuxième, et je vous en raconterai pas d'autres pour pas être trop long. J'ai fait une autre campagne aux élections régionales en 2021. Et j'ai fait une liste citoyenne où j'ai embarqué des gens qui n'avaient jamais fait de politique. Et aujourd'hui, je suis très fier de ça. Il y a 4 vice-présidents et vice-présidentes de la région qui sont issus de cette liste. Et sur 4, il y en avait 3 qui n'avaient jamais fait de politique et qui aujourd'hui sont vice-présidents d'une région. Moi, je suis hyper fier de ça. Ça veut dire que c'est possible. C'est pas que des spécialistes qui se retrouvent là. Donc voilà, moi, j'ai une petite fierté à avoir réussi à emmener des gens qui me disent non, c'est pas pour moi. Surtout les femmes, elles commencent par dire non, voilà, je suis pas capable ou j'ai pas le temps. Jamais les hommes disent ça, hein. En général, pensent qu'ils sont capables et qu'ils ont du temps. Et aujourd'hui, la vice-présidente de la culture de la région, par exemple, un an avant, elle n'aurait jamais imaginé être là. Et ça, je trouve que c'est des belles histoires. Eh bien, nous avons terminé avec la partie vie publique. Alors, bon, monsieur le député, je sais que vous avez un emploi du temps un petit peu chargé. Donc, on va faire la deuxième partie, mais on va la faire... vous pouvez répondre avec des petites réponses courtes, oui, pour certaines, puis vous pouvez développer pour d'autres. Et puis voilà, donc on va rentrer dans la partie un petit peu plus fun, un peu plus pour vous connaître, vous en tant que personne. Voilà, donc voici les questions vie privée. Génial. Quel est votre plat préféré? Alors en fait, c'est les tomates farcies. Alors peut-être parce que c'est un des seuls plats que je sais bien faire. Peut-être c'est pour ça, je sais pas. Mais j'adore les tomates farcies ou les courgettes farcies. Voilà. Les légumes farcis. Ah ouais, vraiment. Pourtant, je mange pas beaucoup de viande. Je mange même de moins en moins. Mais les tomates farcies, moi j'aime trop les tomates farcies. Quel est votre chanteur préféré? Ça c'est compliqué parce que en fait, comme j'ai quand même traversé quelques époques, même si je suis pas si vieux que ça, je suis pas un fossile, et donc du coup il y a plein d'époques différentes et donc plein de chanteurs différents. Il y a je peux dire un groupe de musique. Voilà. Il y a un groupe qui a marqué ma jeunesse et que j'ai beaucoup écouté. J'étais même un peu fan, un peu trop d'ailleurs, je crois. Mais j'ai beaucoup écouté les Doors, The Doors. Et donc son chanteur c'était Jim Morrison. Alors c'était un personnage un peu particulier, qui est mort à 27 ans, qui a fait beaucoup d'excès, et il a sa tombe au cimetière Père-Lachaise.
Mais c'était un poète en même temps. Et moi, il m'a beaucoup marqué. Voilà, et c'était un des groupes que je préférais quand j'étais jeune. Voilà. Aujourd'hui, j'aime tellement de choses que c'est difficile de choisir. J'écoute autant de l'électro que du rock, jazz un peu, mais il faut pas que ça soit trop technique pour moi. J'aime beaucoup la musique brésilienne. Cubaine, enfin bon voilà, donc j'ai des goûts très éclectiques et puis j'écoute des chanteurs français. Je suis un fan de Brassens aussi, voilà, ça c'est plus vieux, mais Brassens, il a quand même des textes. J'en réécoutais la semaine dernière, j'étais dans un train, j'avais du temps. Et c'est juste des textes exceptionnels quand on écoute, c'est assez incroyable. Je vous coupe un petit peu. Je suis tombé sur une chanson que je connaissais pas de Georges Brassens qui est magnifique. C'est Supplique pour être enterré au cimetière de Sète. Exactement, elle est magnifique. exceptionnelle. Non, vraiment. Ah, puis il y a tout, il y a un groove dedans. Enfin, il y a plein de choses. Voilà, je trouve que c'est vraiment à remettre au goût du jour. Pouvez-vous citer quelqu'un qui vous a inspiré ? Oui, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont inspiré. Il y a un monsieur, et c'est marrant parce que j'ai repris contact avec lui il y a 3 semaines. Il a eu beaucoup de problèmes de santé, mais il est toujours là, il est toujours vivant. Il était directeur de l'auberge jeunesse de Tours. Voilà. Il y a très longtemps, et l'auberge jeunesse de Tours, elle était dans le parc de Grammont. C'est plus le cas maintenant. Et ce monsieur m'a fait confiance. J'étais à un moment où je faisais un peu, je savais pas trop où j'allais. Il m'a embauché dans un contrat précaire, comme on en faisait. Donc à l'époque, ça s'appelait un contrat emploi solidarité. Et il m'a fait confiance. Il m'a testé pendant 1 mois ou 2. Et puis après, il m'a embarqué dans des tas de trucs où je pensais jamais être. Et en fait, je lui dois beaucoup. J'ai repris contact avec lui. Il est hyper fier de voir où je suis aujourd'hui. Et il m'a beaucoup touché. Voilà, c'est donc peut-être une personne... voilà, c'est souvent des gens anonymes, moi, qui me marquent. C'est pas forcément... j'y rencontre des gens importants, mais des gens qui ont marqué ma vie, c'est pas les gens... Voilà, il y a un autre monsieur qui s'appelle Jean de Laverne, qui était un élu avec qui j'ai travaillé. Et j'ai beaucoup appris à côté de lui. C'était quelqu'un de droit, quelqu'un d'exigeant, et ils m'ont fait grandir, quoi. Voilà. Puis il y a des profs aussi, je sais pas, moi il y a des profs qui nous marquent, on s'en rappelle après. Voilà, moi j'ai eu un prof de philo, il était complètement atypique, même peut-être que c'était pas un bon prof, c'est possible, mais en tout cas moi il m'a marqué. On faisait des cours qui ressemblaient à rien, mais j'adorais. Moi ça m'a ouvert l'esprit. Étiez-vous timide quand vous étiez petit ? Très timide. J'étais petit, timide et bagarreur. Petit parce que, je sais pas, physiquement c'était comme ça. Aujourd'hui je suis pas très grand mais je suis de taille moyenne, mais j'étais un peu chétif. Et bagarreur parce que du coup on venait un peu me chercher du coup parce que j'étais petit et donc moi ça m'énervait et donc je me bagarrais souvent. Voilà. Je me prenais des tôles en vrai parce que j'étais pas très grand, pas très fort. Mais j'ai fait du judo donc après j'ai maîtrisé un peu plus quand même. Et puis j'étais très timide. Voilà. Et c'est ça qui est fou, c'est les gens ne le croient pas quand je dis ça. J'étais un vrai timide et la timidité en fait c'est une affaire de confiance. C'est que le jour où on prend confiance, on s'autorise, en fait, on oublie progressivement la timidité. La première fois que j'ai parlé dans un hémicycle, j'avais ma feuille, je la lisais, je tremblais à moitié. Voilà. Et puis un jour, je dis, non, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas mettre de feuille. Et j'ai été, hyper à l'aise. Et maintenant, je n'ai pas de difficulté. Voilà. Donc, c'est comment on s'autorise. Voilà. Et il faut avoir confiance en soi. Et c'est aussi les autres qui vous donnent confiance. Et moi, les messieurs que je vous ai cités, les profs, une femme, un homme, parce qu'il y a eu aussi une prof qui m'a marqué, c'est des gens qui vous donnent confiance. Voilà. Vous voyez, plutôt que de vous sanctionner, mais qui vous disent, voilà, par exemple, peut-être tu fais des fautes, mais dans ce que tu écris, il y a plein de choses intéressantes. Il faut s'autoriser à écrire. Et c'est pas grave de faire des fautes. Ce qui est important, c'est de ne pas s'interdire à soi de le faire. Voilà. Voilà, il faut écrire des journaux. Moi, je vous invite à écrire des journaux intimes, écrire tout ce que vous avez envie d'écrire, parce que ça va vous libérer. Et quand on se libère, on n'est plus timide. Voilà. Dans une autre vie, en quels animaux aimerez-vous vous réincarner ? Excellente question. En quel animal j'aimerais être réincarné ? Je crois que j'aimerais bien être une gazelle. J'aimerais bien être une gazelle parce que, d'abord, je trouve que c'est un animal agile. Et donc, j'aimerais bien être encore plus agile. J'ai un petit défaut, c'est que j'ai envie d'être partout. J'ai envie de répondre à tout. Je crois que j'ai une générosité qu'on m'a transmise, mais que des fois, quand on n'arrive pas à dire non, on peut être un peu nulle part. Et donc,
J'aimerais être agile comme une gazelle pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Vous voyez, c'est une gazelle, ça part comme ça repart comme ça change. Voilà. Et donc je crois que j'aimerais bien être une gazelle, avoir l'agilité. Puis je trouve que c'est un bel animal avec de la classe. Voilà. Et donc j'aimerais bien être une gazelle. Avez-vous des animaux de compagnie? Alors non. Alors si, non, pardon. J'ai encore 2 poissons rouges. Donc c'est des animaux de compagnie. On les compte dedans. Quand j'ai habité avec ma fille, elle avait un lapin, elle avait 4 poules, elle avait 2 poissons rouges et un chien. Voilà. Et moi, je trouvais que c'était un peu beaucoup quand même. Hein. C'était assez envahissant. Voilà. Et donc, progressivement, le lapin, malheureusement, est décédé. Les poules, on les a données. Le chien aussi, parce qu'il pouvait suivre personne après, parce qu'on n'allait pas dans des maisons où pour lui c'était pas possible, quoi, voilà. Et il reste les 2 poissons rouges, voilà. Et eux ils résistent. D'ailleurs je sais pas comment ils font, la moitié de la semaine je suis pas là, mais pas grave, ils résistent. Donc j'ai 2 poissons rouges. Avez-vous un talent caché? Alors un talent caché, bonne question. Alors, en fait, il n'est pas caché, je ne crois pas que ce soit caché, mais je me suis découvert une âme de bricoleur. Voilà. Parce que moi, je pensais que j'étais pas doué de mes mains. Mais en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec mon papa à bricoler. Et puis le jour où je me suis mis à bricoler, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de trucs que je savais bien faire. J'adore bricoler le bois, par exemple. Le bois, ça a une odeur. On peut le transformer, je trouve ça assez extraordinaire. Et puis il y a un deuxième talent, mais qui n'est pas non plus caché. J'adore écrire et je crois que j'ai la plume un peu facile. Voilà. Et, je peux écrire facilement. Et, voilà. Et c'est une vraie passion, l'écriture. J'ai même fait une recherche à l'université sur les journaux de voyage. Voilà. J'ai travaillé sur l'écriture. Et je trouve que c'est génial de pouvoir écrire. Voilà. Vous privez, vraiment, j'insiste, ne vous privez pas d'écrire. Quel est votre péché mignon? Mon péché mignon. Je pourrais avoir des petits penchants sur la nourriture parfois quand même. Hein. C'est-à-dire que si je me contrôlais pas, et quand on est élu, vous savez, on vous propose des buffets, des repas, un petit verre ici, un petit verre là. Et donc je suis obligé de me restreindre pour garder à peu près la ligne. Voilà. Vous voyez, parce que vous savez, beaucoup d'hommes politiques, ils s'arrondissent. Hein, vous avez déjà vu ça, non? Voilà. Donc il faut être attentif à ça, mais je pourrais, je pourrais me laisser, je peux avoir la fourchette facile, voilà. Mais je me contrôle. D'après nos informations, vous avez vécu à Marisbastier. Oui. Quels souvenirs en gardez-vous? Alors, j'ai habité au 11 place René Fonck et au 13 ou au 9, je ne sais plus, non, au 13 place René Fonck. J'ai habité à 2 moments différents. J'en garde, alors j'ai un souvenir de mon voisin. C'est un drôle de gars. Un gars qui, un vieux monsieur, je crois, qui vivait tout seul, qui avait une collection de chats en peluche, quoi. Enfin pas en peluche, mais tout type de chat, mais avec des formes de peluche, quoi. Et il y en avait plein partout chez lui. Alors, des fois, il y avait beaucoup de poussière sur ces chats. Et j'ai des souvenirs de ma fille que j'ai laissée une fois là-bas. Et qui m'a dit: ah papa, je peux retourner, j'ai peur des chats, parce qu'il y avait des chats partout dans son appartement. Mais en même temps, c'était un monsieur avec qui j'avais vraiment construit une relation. Je crois qu'il était malade, je pense qu'il ne doit plus être vivant, mais j'ai plein de souvenirs avec lui parce que c'était vraiment mon voisin de palier, et donc on échangeait souvent. Et puis genre, j'ai un autre souvenir, je le racontais tout à l'heure, c'est que il y a très longtemps, il y a eu dans ce quartier des émeutes. Des jeunes qui n'étaient pas contents, qui brûlaient des voitures. Il y avait eu des CRS présents pendant 3 jours dans le quartier. C'était il y a 20, les CRS, la police, il y a peut-être 20 ou 25 ans de ça. Et moi j'étais là, je regardais ça de ma fenêtre et ça m'a beaucoup marqué. Et donc j'ai vu dans ce quartier, à la fois, c'est un petit quartier où les gens peuvent se connaître, il y a quand même quelque chose qui est... voilà. Et puis en même temps, c'est un quartier où il peut y avoir quand même des difficultés. Et je trouve qu'on exploite d'ailleurs très très mal la place René Fonck. Alors que je trouve que c'est une place qui devrait être une place publique. Et je trouve qu'il y a un truc à jouer sur cette place. Quel est votre acteur préféré? Acteur préféré? Les hommes politiques ne comptent pas. Ah, bien sûr. Parce que là, il y en a plein. Là ça m'aurait ouvert le choix. Acteur préféré... Ah si, c'est un vieil acteur, mais il est mort. Mais j'aimais beaucoup Lino Ventura. Franchement, je trouve que c'était... Alors peut-être parce que j'ai des origines italiennes aussi, mais je trouvais qu'il avait... il avait une... Je veux dire un gros mot, mais il avait une gueule, quoi. Il a une gueule, il avait une posture, une prestance, une force de caractère perceptible. Et en même temps, c'était un peu toujours fermé son visage, mais j'adorais. Voilà.
Puis c'était un acteur qui était aussi engagé dans certains combats. Clairement, exactement. C'est vrai. Quelle était votre matière préférée à l'école? Alors, ça a évolué parce que je crois qu'au début, ma maman était prof de maths, donc du coup, je devais aimer les maths. C'était une obligation. C'est une obligation, voilà. Et puis après, c'était l'histoire. L'histoire. Moi, ça m'a passionné l'histoire. Je trouvais ça... en plus, quand même, on traversait les époques avec l'histoire. On apprenait quand même beaucoup de choses sur nous, mais aussi un peu sur le monde au-delà de nous. Pas toujours assez d'ailleurs. Je trouve qu'on a quand on vous donne des cours d'histoire, je trouve qu'on parle beaucoup de nous. On parle pas beaucoup de ce qui se passe ailleurs dans le monde. D'ailleurs, à l'époque, par exemple, vous voyez, on disait un truc qui est une bêtise. On disait l'Afrique noire, comme s'il y avait une Afrique blanche et une Afrique noire. Ça veut absolument rien dire. Hein. Mais on véhicule beaucoup ça. Voilà. Mais il y a une Afrique de l'Ouest, il y a une Afrique centrale, il y a une Afrique voilà, on dit pas il y a une Europe des bruns et une Europe des blancs de peau. Voilà, ouais, mais pour l'Afrique on pouvait dire ça. Donc des fois on a une histoire qui était un peu ou une géographie un peu avec pas toujours la bonne lecture. Mais par contre moi j'ai beaucoup appris de ça et ça m'a ouvert sur le monde, sur les époques, sur ce qui se transforme dans le temps, sur ce dont l'homme et la femme sont capables de pire et de meilleur. Avez-vous voyagé et si oui, c'est quoi votre meilleur souvenir? Alors, j'ai voyagé, je dois être honnête, je voyage beaucoup moins qu'avant parce que je suis un militant écologiste et que j'évite de prendre l'avion parce que l'avion, c'est le mode de déplacement le plus polluant. Et donc, je pense qu'il faut éviter. Alors, que je dis éviter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas forcément le faire. Il y a des gens, ils sont contraints de le faire. On veut aller voir sa famille. Moi, tout ça, évidemment, je ne suis pas pour l'interdiction, mais je trouve qu'il y a beaucoup de déplacements en avion qui sont inutiles. Donc, je me restreins beaucoup dans les voyages, même si, évidemment, je suis heureux d'aller découvrir le monde. Je crois que mon plus beau voyage, alors c'était un voyage, mais j'y allais comme élu, c'est en Mauritanie. J'ai été dans la région du Gorgol, qui est une région... qui est sur le fleuve Sénégal, qui est à la frontière avec le Sénégal. Et dans cette région, on est dans une zone désertique. Voilà. J'ai passé 10 jours avec des habitants, avec des élus, avec plein de gens. Et ça m'a beaucoup marqué. Voilà, c'est vraiment j'ai été marqué à la fois par l'engagement des gens, parce qu'ils n'ont pas le choix. Voilà. Pour s'en sortir, il faut se battre pour tout. Et en même temps, j'ai été aussi frappé par le réchauffement climatique à l'œuvre depuis longtemps dans ces territoires-là, les difficultés de cohabitation d'ethnies différentes, les terroristes pas très loin au Mali, voilà, des terroristes islamistes qui étaient pas loin, enfin un pays en danger en même temps. Voilà. Donc j'ai été frappé par tout ça et c'est un de mes voyages qui m'a le plus marqué. Est-ce que ça vous arrive de manger dans des fast-food? Non. Par contre, ça m'arrive de mal manger, parce que des fois je mange vite, parce que j'ai pas le temps, parce que je vais prendre un sandwich, mais je mange pas dans des fast-food et voilà, parce que je suis un militant écolo, encore une fois, donc je vais pas là-dedans. Voilà, et d'ailleurs j'ai éduqué mes enfants à pas y aller. Et ma fille qui a 11 ans, la plus jeune, elle n'a jamais mis les pieds dans un McDo. Et c'est elle qui le dit maintenant, hein, c'est elle qui le revendique. Elle dit je veux pas aller là, ou McDo ou autre. Hein. Voilà. Donc peut-être ça m'est arrivé d'y aller dans des situations où il n'y avait plus le choix, il n'y a que ça, voilà. Mais non, je ne vais pas là. Mais chacun est libre. Hein. C'est pas, quand je dis ça, je dis pas il faut pas y aller. Je dis juste que moi mon rôle c'est de batailler pour que ce qui est servi à cet endroit-là devienne de qualité, que on ne nourrisse pas les gens avec des produits de mauvaise qualité. Voilà, parce que ça c'est pas possible de pas savoir ce qu'on mange dans son assiette. La démocratie, elle commence par là. Si vous donnez à manger à vos enfants et que vous vous dites en même temps peut-être que je suis en train de les empoisonner à petit feu, ça c'est pas possible. Alors je dis pas qu'à McDonald's ou ailleurs on empoisonne, hein, sinon je vais avoir un procès. Hein. Je dis pas ça, mais je dis juste que c'est pas bon pour la santé, beaucoup d'obésité. Si on ne mangeait que ça, on ne pourrait pas vivre de manière correcte. Voilà. Donc voilà. Mettez-vous les céréales avant le lait le matin? Ah, alors moi j'ai plutôt un petit alors j'ai varié un peu dans le temps. En ce moment, je suis plutôt sur un petit déjeuner café, tartine, beurre, un truc hyper classique.
Mais parfois, mais avant, il fut un moment où je prenais des céréales avec de la faisselle, pour tout vous dire. Et donc, je mettais mes céréales dans de la faisselle et non pas dans du lait. Et donc, je commençais mon petit déjeuner par ça. Vous voyez ce que c'est la faisselle? Non. Ah, Pas non. du tout. Ah, on pourrait dire, si je devais faire une comparaison, que ça ressemble un peu à du fromage blanc, mais c'est quand, voilà, c'est un produit laitier, et quand on égoutte le lait, il reste la faisselle. Quand vous fabriquez du fromage, voilà, il n'y a pas dedans, il n'y a pas de dans le fromage blanc, il y a une préparation plus longue et c'est pas pareil, mais ça a un goût. Voilà, moi en tout cas, moi j'aime bien mélanger avec des céréales, et puis alors c'était des céréales avec le moins sucré possible quand même. Eh bien, voilà. Alors, je vais me permettre de finir avec une dernière question sur la vie privée qui a été formulée par Mélina, qui n'a pas pu être là aujourd'hui avec Bonjour nous. Mélina. Voilà, et qui a participé à l'écriture aussi des questions avec les jeunes filles. Donc, Mélina, elle s'intéresse au dessin et elle voulait savoir si vous aimiez dessiner. Alors, je pense que j'aurais beaucoup aimé dessiner, mais que je suis vraiment une cruche en dessin. Je pense que j'ai un niveau dessin, vous voyez, les patates, voilà, les dessins patates, hein, voilà, je fais des bonhommes en patates. J'exagère, mais je suis vraiment pas bon en dessin, mais c'est un vrai regret parce que, par contre, je travaille des fois avec des dessinateurs. Quand je fais ma tournée là, alors il n'est pas là en ce moment, mais j'avais fait une autre tournée où j'avais un caricaturiste qui me suivait partout et qui a produit 1500 dessins, et je trouve ça juste dingue, les gens qui sont capables de croquer, voilà, croquer au sens de dessiner dans une situation, de prendre un bout du réel et de le mettre en dessin. Je trouve ça génial, quoi. Mais je ne sais pas dessiner, donc c'est une catastrophe. Voilà. Mélina, tu as eu ta réponse. Je peux dire juste quelque chose. D'abord, je voudrais vous dire merci parce qu'elles sont chouettes vos questions, vraiment, franchement. Puis je sens votre attention et voilà. J'espère que, en tout cas, mes réponses, elles étaient surtout compréhensibles, parce que des fois, on dit des choses un peu compliquées. Nous, les adultes, ça nous arrive. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir d'avoir ce moment avec vous. Je voulais vous le dire. Donc, merci. Eh bien, merci à vous d'être passé nous voir, d'avoir bien accepté de répondre aux questions. Et vous nous l'avez dit en plus avant, vous avez dit vous pouvez me demander ce que vous voulez. Et vous l'avez fait. Ça, c'est très bien. et puis moi, donc on vous remercie d'être passé. Moi, je remercie évidemment les jeunes filles qui ont participé à cet atelier, qui se sont donné la peine de venir au rendez-vous. Merci à Loïs, merci à Violette, merci à Limar et merci à Mélina. Malheureusement, Mélina n'est pas là. Et puis voilà, on va pouvoir vous libérer et vous allez pouvoir continuer votre petite journée. C'était l'interview de Monsieur Charles Fournier, Monsieur le député, et c'était en direct de la web radio Maryse Bastier. À bientôt.